14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Les mots des femmes, c'est le sujet du jour avec Michel Odoul, fondateur de l'Institut français de Shiatsu et bien sûr auteur de 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi, sorti aux éditions Albin Michel. Bonjour Myriam. Bonjour Brigitte, bonjour Michel, merci beaucoup de m'accueillir. Mais je vous en prie. Et d'avoir choisi ce sujet qui me parle effectivement. Donc comme vous entendez, je suis une femme, je suis maman de 2 garçons, j'ai 58 ans et je suis grand-mère de 2 petites filles. Donc d'un point de vue femme, je suis épanouie et j'ai choisi depuis très longtemps d'être ma sœur kinésithérapeute. D'accord. Ça a été un choix qui a été évident pour moi. Je pense que je suis tellement empathique que j'ai eu besoin d'aller vers les gens et de les soigner, même si c'est eux qui rentrent dans mon cabinet. Mais bon, voilà, ce besoin de soigner s'est imposé à moi de manière complètement naturelle. Et très vite, j'ai senti que la relation étroite entre la pathologie et les émotions, ça me parlait. Et à travers le mal de dos et à travers surtout la première articulation qui me parlait, c'était le genou. Mais à travers le mal de dos et le genou, je trouve que dans mon cabinet, depuis 34 ans que je travaille, que ce soit les femmes ou les hommes, ils sont à peu près, c'est pareil pour eux. Par contre, les femmes sont beaucoup plus touchées, je trouve, moi, dans ma patientèle, dans les maladies auto-immunes, dans la fibromyalgie et dans l'algodystrophie. Oui, vous avez l'air d'acquiescer, Michel Odoul. Oui, tout à fait. La fibromyalgie, on dit dans les statistiques même que 70% des cas ce sont des femmes. Oui, j'ai toujours pas soigné un homme là-dessus, pour ça. J'ai toujours eu des femmes. Et la première, je me rappelle très bien, c'était il y a 33 ans. J'en avais pas beaucoup au début. Et là, je sais très bien que dans la semaine, c'est 2, 3, 4 personnes qui souffrent de ce mal. Mais dans la réédition de 10 mois où tu as mal, Michel Odoul, vous parlez de ces maladies auto-immunes qui sont de plus en plus fréquentes. De l'évolution de ces pathologies qui sont véritablement des pathologies sociétales, parce que elles, comme vous le dites, elles existaient quasiment pas. Et il y a une trentaine d'années, la fibromyalgie, alors on va dire c'est parce qu'elle n'était pas connue et reconnue. C'est pas tout à fait aussi simple que ça, parce que à minima, dans les approches alternatives, dans le shiatsu ou la médecine traditionnelle chinoise, c'est quelque chose qui était connu et qu'on connaissait. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les modes de vie qui sont les nôtres aujourd'hui conduisent à l'émergence de cela. J'évoquais tout à l'heure en introduction l'histoire d'un consensus mou, c'est-à-dire d'une espèce de nivellement des différences et des individualités. Il faut savoir que le propre du système immunitaire, même en médecine, c'est ce que l'on dit, c'est être capable de faire la différence entre le soi et le non-soi. S'il y a un nivellement de l'identité, il y a obligatoirement un nivellement de la capacité immunitaire à se défendre par rapport au monde extérieur. Et là, le système immunitaire étant déparamétré, on va voir émerger toutes les pathologies qui sont des pathologies de défense, mais de défense déséquilibrée. C'est-à-dire que on surréagit, ça s'appelle les allergies, ou alors on réagit qui sont aussi de plus façon en plus excessive fréquentes contre soi. Et là, ça s'appelle les maladies auto-immunes. Et ce sont effectivement des pathologies qui, avec les pathologies neuronales, explosent aujourd'hui. Mais de la même manière que dans les problématiques féminines, l'endométriose était quelque chose qui était, il y a une trentaine d'années, quasi inexistant. Mais vous pensez, parce que Myriam a l'air d'être d'accord avec vous, Michel Odoul, vous pensez que pourquoi ça touche particulièrement les femmes plus que les hommes ? La fibromyalgie est une pathologie. Vous voulez dire la fibromyalgie ou en général ? Les maladies auto-immunes, oui. dont la fibromyalgie, alors, oui. La fibromyalgie, c'est très particulier. Et effectivement, ça explose. On en a de plus en plus en consultation, au point que j'ai même développé un module particulier pour les praticiens que je forme dans mon institut, uniquement destiné à ce traitement-là, parce que c'est devenu une demande qui est une demande quasi quotidienne pour les praticiens. Et derrière la fibromyalgie, il y a quoi ? C'est un syndrome douloureux qui est diffus, qui est mobile dans le corps. C'est pour ça que pendant longtemps, la médecine classique a considéré que c'était, entre guillemets, psychosomatique, voire, comme on disait à beaucoup de femmes, c'est dans la tête. Oui, enfin... Aujourd'hui, on sait, il y a des points tests, il y a 18 points, dont il faut qu'au moins 11 d'entre eux soient sensibles pour qu'on définisse le protocole. On est dans l'expression d'une douleur, et l'expression fondamentale de la fibromyalgie, c'est d'avoir eu, comme si on avait le corps roué de coups. Et les femmes qui traduisent ça sont celles qui traduisent en fait un vécu de maltraitance intense
par rapport à des référentiels vécus de maltraitance réelle ou fantasmée, mais en tout cas par rapport à des référentiels, et notamment des référentiels d'autorité, notamment dans le rapport au masculin, à l'homme, ou aux parents, ou aux grands-parents, ou à l'autorité en général. Et donc il y a, oui, j'ai le corps roué de coups et je suis en pleine souffrance. Les maladies auto-immunes, les maladies qui sont liées au système immunitaire, elles sont des maladies de surdéfense par rapport au monde extérieur. Mais on est dans un process qui est un petit peu le même. Et on voit bien qu'il y a derrière ça en filigrane une espèce d'hypersensibilisation d'une identité qui se met de plus en plus à considérer le monde extérieur comme étant problématique ou risqué à être ce que l'on est, et donc qui va faire mettre en place des stratégies anticipatoires de différents ordres, dont les maladies de type déséquilibre du système immunitaire ou expression de la douleur, parce que on parle, il y a la fibromyalgie, mais il y a ce qu'on appelle aussi les myofascites à macrophages, il y a un certain nombre d'autres manifestations qui sont la signature que nous sommes dans un vécu, une situation, une attitude de besoin de se protéger face à un monde extérieur dur, agressant ou contraignant. Myriam, vous voulez réagir ? Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai eu besoin de comprendre beaucoup plus en profondeur pour moi, parce que je me suis dit, si je comprends pour moi ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé dans ma vie, je vais aussi peut-être amener un peu mon patient, ma patiente à comprendre aussi. J'essaye de soigner mon patient dans sa globalité. Je ne m'arrête pas qu'aux symptômes. Quand je fais un bilan, toutes les articulations y passent. Donc, je suis allée acheter vos livres, Michel, parce que j'ai besoin d'apprendre. Je les lis, je les relis, je me fais des fiches parce que j'ai besoin d'écrire pour comprendre et pour assimiler. Ce qui est arrivé à ma hanche droite, ce qui est arrivé parce qu'on m'a opéré de la vésicule biliaire quand j'ai eu l'ablation quand j'ai eu 28 ans. Voilà, j'ai besoin de comprendre. J'ai compris le phénomène, j'ai compris l'explication de votre calèche, j'ai compris quand vous expliquez l'énergie vitale. Donc, ma hanche droite remplie d'arthrose, de calcification, d'arrachement du bourrelet. Voilà. Qui est un vécu d'abandon et de trahison. Alors voilà, ça j'ai bien compris ça. Donc, vous savez, la vésicule biliaire à 28 ans, c'est pas n'importe quoi non plus. Oui, alors ça faisait 10 ans que j'en souffrais déjà, mais les symptômes étaient là. Bon, autrefois on disait crise de foie, bien sûr. J'étais gourmande, je le suis toujours, mais après oui, j'ai quand même consulté et on a découvert les calculs. Alors oui, mais je devais me faire beaucoup de bile, mais je m'en fais toujours autant, je pense aussi. Mais bon, je vis avec. C'est pas uniquement la question de se faire beaucoup de bile. Vous savez, la vésicule biliaire, au niveau de ce qu'elle est en termes de support énergétique, elle répond à une question centrale, c'est quelle est ma place ? Oui. Quelle est la place que je prends, pas celle qu'on me donne. Et souvent, la souffrance, elle est liée à la place qu'on vous donne. Et 28 ans, c'est l'âge, c'est Saturne. C'est le père omnipotent et dévorant ses enfants. Et donc, il y a une véritable question qui était posée là, à travers la capacité à décider de prendre sa place et de la choisir, d'en prendre la responsabilité et de se donner le droit d'aller là, dans cette direction-là. Et ensuite, avec évidemment la problématique de hanche qui est arrivée à quel âge ? Alors, la hanche, c'était mes premières douleurs, c'était en 2001. C'était quand j'ai commencé à comprendre que mon ex-mari, c'était lui la trahison. Donc c'était 38 ans à peu près, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Alors que la vésicule biliaire, je savais que j'avais les calculs 3-4 ans avant, mais j'ai attendu. Puis mon frère, médecin généraliste, m'a dit tu peux pas garder ça, si tu veux des enfants, il vaut mieux l'enlever. Donc on l'a enlevé, ça s'est très bien passé. J'ai toujours bien vécu avec, j'ai pas eu aucun effet secondaire, si ce n'est peut-être une ou deux fois une brûlure dans l'estomac, et en mangeant un bout de pain, cette brûlure disparaissait automatiquement. Et ma maman, moi, je suis remontée jusqu'à ma maman et jusqu'à ma vie dans son ventre. Elle avait 41 ans quand elle est tombée enceinte de moi. Je savais j'ai su que c'était pas voulu, mais mon papa a voulu ce jour-là et je suis née. Et je sais qu'elle a essayé de m'éliminer en faisant des choses comme sauter dans un escalier. Pour autrefois, on croyait qu'on allait faire descendre un enfant en faisant ça. Elle m'a donné quand même beaucoup d'amour, ma maman. Mais quand je suis née, suite à ça, elle a développé sa bipolarité. Et donc j'ai vécu aux côtés d'elle avec une bipolarité qui est arrivée 3 fois dans sa vie. À ma naissance, à mes 12 ans, et beaucoup plus tard quand c'était dans les années 2000.
Je lui en ai jamais voulu, mais j'en ai voulu à cette maladie, ça c'est sûr. Et grâce à vous, Michel, en lisant vos livres, j'ai compris et j'ai mis en pratique la méditation du pardon. Avec un objet que j'ai choisi, qui s'est fissuré, et que j'ai compris que cette fissure, ça serait à jamais ma cicatrice, mais que je pouvais la combler, et y mettre du papier d'or dessus, et puis la regarder comme un objet. Oui, le kintsugi, oui, la technique du kintsugi, voilà. Oui. Mhm. Voilà. Et j'ai lu ça m'a parlé, mais alors tout de suite je l'ai fait. Et en fait, j'ai tout de suite pardonné à ma maman et j'ai même pardonné au père de mes enfants de m'avoir énormément trahi pendant des années. J'ai eu en même temps le syndrome du sauveur pour le père de mes enfants, donc tout ça a été un peu... Ouais. Voilà. Mais en tout cas, vous avez avancé dans la compréhension, mais il y a quand même une question que j'ai envie de poser à Michel, et je laisserai le temps de la petite pub pour que vous puissiez donner une réponse, parce que bon, moi je veux bien, les femmes aujourd'hui ont du mal à trouver leur place, etc. Mais c'est quand même plus simple d'être une femme aujourd'hui, peut-être, qu'il y a un siècle, puisqu'elles ont le choix d'être la femme qu'elles ont envie d'être. Donc tout ça est quand même très surprenant. C'est justement là qu'est la difficulté. Eh bien, on va avoir une réponse tout de suite après cette petite pause. Merci en tout cas, Myriam. Aujourd'hui, avec Michel Odoul, nous parlons du corps des femmes et des maux qu'il subit. Venez participer à l'émission 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous, et suite à ce que vous avez dit avec Myriam sur toutes ces maladies qui touchent surtout les femmes, plus les femmes, 70% pour 30% d'hommes, c'est pas rien. Moi j'avoue, Michel Odoul, qu'au lieu de faire le Love Conseil, je voudrais que vous me disiez en quoi aujourd'hui, alors qu'une femme, elle peut travailler, elle peut avoir des enfants, elle peut ne pas en avoir, elle a toutes les libertés, donc a priori elle devrait être mieux dans sa vie qu'au siècle passé, où elle était sous le joug du patriarcat. Oui, mais peut-être que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Il me semble, oui. Mais alors, voilà. Non, mais franchement, qu'est-ce qui fait que les femmes aujourd'hui, moi j'entends des femmes par exemple qui trouvent que c'est pas juste que ce soit elles qui aient les règles. Alors moi j'ai envie de leur répondre, il faut s'adresser à Dieu. C'est pas nous qui sommes responsables. Alors là, oui, effectivement, il va falloir prendre du temps pour prévoir un rendez-vous, mais je crois qu'il faudrait pouvoir. Est-ce que c'est possible aujourd'hui dans nos mondes et dans nos sociétés de communication hystérique? Il faudrait pouvoir reposer les choses un peu tranquillement et à plat sur ce qui est... On parlait tout à l'heure de la question de la place, de la place qui est la place de chacun. Les faux problèmes aujourd'hui, c'est de se dire qu'il faut que les femmes prennent la place des hommes et que à la place du patriarcat, on mette un matriarcat. C'est-à-dire que les femmes vont donc considérer comme étant un rêve de se comporter comme des hommes, c'est-à-dire de ne pas être elles-mêmes. Je crois qu'il y a fondamentalement dans ce qu'est le vivant un concept et une idée de fond qui est d'accepter ce qui est ce que je suis. J'avais déjà eu l'occasion de l'évoquer à cette antenne. Il ne faut pas que les femmes perdent de vue qu'elles ont le rôle qui est le rôle central et le rôle majeur, le rôle le plus magnifique et le rôle le plus incroyable, qui est celui de porter et de donner la vie. Et que ça se traduit par un certain nombre de mécanismes et par un certain nombre de structures qui, à un moment donné, peuvent sembler, si on ne les observe que de l'extérieur, être des contraintes. Mais une femme qui donne la vie à un enfant, elle va avoir la contrainte de l'allaiter et de le nourrir. Ça fait partie de ce qui est... Et on sait que les enfants qui ont été nourris au sein construisent une immunité beaucoup plus forte et beaucoup plus solide que ceux qui ne l'ont pas été. Et quand je suis là en train de dire ça, je ne reproche pas à celles qui n'ont pas pu le faire de ne pas le faire, etc., etc. Faisons fi de ces faux débats et de ces mauvais débats. Mais que dans ce qu'est la réalité... Oui, restons dans le symbolique en quelque sorte. Dans la représentation de ce qu'est le féminin et de ce qu'est la femme, elle est porteuse du champ de vie. Elle est porteuse du champ de vie, donc elle est porteuse d'un certain nombre de composantes qui vont avec le champ de vie. La première de ces composantes, c'est le temps. Il faut 9 mois pour faire un enfant. La deuxième de ces composantes, c'est la capacité à l'assumer, le prendre en charge et à le nourrir. Ça aussi, c'est une composante qui est indissociable de la dimension féminine. Que l'enfant, dans sa croissance, il a besoin d'amour et de chaleur. On le voit avec les enfants prématurés qui, selon la technique des bébés kangourous, n'ont aucune séquelle si on utilise cette technique qui les met peau contre peau
pendant tout le temps nécessaire jusqu'à arriver au bout du temps de la gestation. C'est-à-dire que ce contact et cet échange charnel qui existe, la femme l'a avec l'enfant. L'homme ne sait pas avoir ça. Il ne comprend pas. Il ne sait pas comment ça marche. Il n'a pas la sensibilité qui va lui permettre de faire ça. Mais que la sensibilité, bien entendu, qu'elle présente énormément de force, de puissance et d'avantages, mais elle a par moments des inconvénients. Oui, bien sûr que la femme va être plus sensible à un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, on est dans des schémas où, effectivement, comme vous le disiez, les femmes ont une possibilité absolument extraordinaire de devenir libres et d'être elles-mêmes. Pas d'être le clone ou le remplaçant de quelque chose de particulier. Et ne pas vouloir être un homme. La mythologie nous le dit. Il n'y a qu'à juste lire la mythologie de ce qu'étaient les Amazones. Mais c'était des femmes qui s'auto-mutilaient pour pouvoir être dans ce pseudo-rôle de la négation du masculin, qui était dans la négation d'elle-même, puisque quand elle faisait des prisonniers, elle faisait l'amour avec eux la nuit, et quand il y avait des enfants qui naissaient, si c'était un garçon, elle le tuait. Donc il faut comprendre qu'il y a, dans le moment où l'individu nie ce qu'il est dans sa réalité, et notamment dans sa biologie, il va y avoir quelque chose qui va s'appeler une souffrance véritable et profonde. Quand en revanche, par rapport à ça, les présupposés d'aujourd'hui, les manières avec lesquelles on vit, cette liberté que la femme elle a conquise, elle a été conquise au prix d'une soumission à quelque chose d'autre, qui est la contrainte professionnelle, qui est la nécessité à devoir prendre en charge des choses que d'habitude elles n'avaient pas à prendre en charge et à assumer, en plus de leur rôle et de leur situation de femme. Et c'est pourquoi il faut toujours se rappeler qu'on a un certain nombre d'heures et qu'il faut bien faire ses choix. Et faire ses choix, oui, c'est être responsable de ses désirs. Et c'est accepter et assumer jusqu'au bout ce qui est et ce qui a à être. C'est peut-être la difficulté aujourd'hui pour beaucoup de femmes, c'est de vouloir tout et son contraire. C'est la vraie souffrance. La vraie souffrance, c'est d'essayer ou de vouloir leur faire croire autre chose que ce qu'est... Bien sûr. Non, mais moi je pense, enfin c'est ce que je disais dans l'introduction, je veux dire, quand on est femme et qu'on sait exactement ce qu'on a envie en tant que femme, on arrive à peu près à vivre bien avec son corps. Souvent c'est des femmes qui... Bien sûr. Encore une fois, n'oublions pas que beaucoup de femmes, malheureusement, ont subi des abus sexuels ou des choses comme ça qui provoquent parfois des maladies auto-immunes. Mais ce dont nous sommes en train de parler ne nie en rien l'imbécilité de certains hommes. Bien sûr. Ne nie en rien les présupposés imbéciles de certains groupes ou certaines sociétés, etc. Bien évidemment qu'il n'est pas question du tout de nier ça. Mais peut-être qu'il faut aussi sortir de cette colère collective contre l'homme qui habite beaucoup de femmes, peut-être parce que... Juste réinstaurer la capacité à accepter sa propre place. Exactement. Myriam parlait de la question et de la notion du pardon, mais le premier des pardons que nous avons à nous faire, c'est à nous-mêmes. Hommes ou femmes d'ailleurs, dans le rapport que nous instaurons aux vivants, nous sommes totalement à côté de la plaque, tous. Bon, on va donner la parole à Céline maintenant. Bonjour Céline. Oui, bonjour. Bonjour Céline. Alors, on vous écoute, allez-y. J'ai 58 ans. On m'a décelé une maladie auto-immune de la rectocolite hémorragique associée à la spondylarthrite ankylosante. Ça a été la douche froide. Et depuis, j'avance doucement mais sûrement. J'essaye de stabiliser tout ça et j'ai beaucoup de mal à accepter. Je pensais que maintenant que mes enfants sont grands, j'ai 2 enfants, grand partie de la maison, j'allais pouvoir m'occuper de moi, pouvoir être... Et en fait, je suis obligée de m'occuper de ma santé avant tout. Et... c'est aussi vous occuper de vous, quelque part. Oui. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est ce que je me dis. Finalement, et puis alors j'ai oublié de vous dire bonjour, je crois. C'est pas grave, Céline. C'est l'émotion, une valeur féminine très très développée, comme le dit Michel Odoul depuis 14 heures. Non mais Céline, ne vous inquiétez pas. Du coup, je connais beaucoup le livre de Michel Odoul. J'ai rencontré dans ma vie une kiné qui faisait du décodage biologique. Et je crois que c'était une bonne rencontre, finalement. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous nous avez donné comme info, déjà, c'est que vos enfants sont partis et que tout d'un coup, vous pensiez pouvoir vous occuper de vous et que, du coup, cette maladie vous empêcherait de vous occuper de vous. Et là, déjà, vous nous dites beaucoup de choses, non, Michel Odoul ? Bien sûr. C'est-à-dire que... les enfants partis, c'est la disparition d'une identité particulière qui est celle d'être mère.
Et c'est quelque chose qui laisse un vide. Et qui laisse un vide. Vous savez, dans la spondylarthrite ankylosante, l'extrême de la pathologie fait qu'on n'est plus capable de se tenir droit. Et la douleur que vous avez au niveau des rectocolites hémorragiques, c'est cette zone abdominale dont les états hémorragiques signent la perte du sens de la vie et du vivant. Et vous êtes dans une phase où vous avez été laissé face à un trou noir quand les enfants sont partis, réellement, et ou symboliquement parlant. Oui, symbolique, oui. Il vous faut vous redonner le droit d'exister. Il y a 3 composantes fondamentales, il y a 3 personnalités ou 3 identités fondamentales chez une femme, c'est la petite fille, la femme et la mère. Ouais. Et souvent, malheureusement, lorsqu'une femme adopte l'une d'entre elles, et Dieu sait si on voit aujourd'hui les adultes qui parlent comme des petites filles et qui sont restées dans cet âge-là, Dieu sait si on voit des femmes qui ont de la difficulté à être mères parce qu'elles veulent rester femmes et féminines, ou du moins, entre guillemets, dans ce qu'on en fait comme représentation, et des femmes qui deviennent mères et qui vont avoir du mal à qui vont avoir du mal à quitter cet état de mère pour se redonner le droit d'être femme. Le droit d'être une femme, oui. Et voilà, et je crois qu'il y a pour vous là, sans doute, à vous réconcilier avec cet espace du féminin en vous, qui n'est pas un espace de mère, qui n'est pas un espace qui prend en charge, qui n'est pas un espace qui s'occupe d'eux, qui existe ou qui ne se préoccupe que de l'autre, mais qui doit effectivement avoir comme axe central de préoccupation soi-même. Et vous l'avez dit vous-même, vous avez dit ça, et vous dites en même temps, mais du fait que je suis obligé de m'occuper de mon corps, je m'occupe plus de moi. Et là, Brigitte, tout de suite, vous a dit, si, justement. Oui, mais je pensais le faire différemment et je pensais pas. C'est très dur d'être tout le temps dans la douleur. Mais c'est vrai. Comment vous pensiez le faire, justement, puisque vous dites vous pensiez le faire différemment? Ce qui est drôle, c'est que j'ai arrêté de fumer. C'est là que tout a commencé, parce que je m'étais dit, je vais prendre ma vie en main, je vais faire du sport, je vais faire des choses pour moi, sortir. Et en fait, maintenant, je me sens tout le temps dans la douleur, donc je ne peux pas faire ce que je veux. Pas au niveau que je le pensais. Eh bien, peut-être que c'était une fuite, tout ça. Oui, oui, certainement, de toute façon. Et là, ça va vous obliger à aller au cœur de vous? Oui, pour être dans le cœur, j'y suis. En fait, je tourne en rond. J'ai l'impression de toujours vouloir chercher le pourquoi, justement. Est-ce qu'au fond, finalement, Céline, vous vous aimez? Alors ça, je me suis souvent posé la question, et justement, c'est de remise en cause qu'on se donne quand on a des choses comme ça qui nous arrivent. J'ai pas le sentiment de pas m'aimer finalement. Mais oui, mais vous savez, la question, elle est très basique et très simple. C'est que quand je dis simple, je suis pas en train de vous dire que c'est facile, hein, c'est pas la même chose. Mais de comprendre et d'intégrer que dans ce qui est la phase de vie que vous avez vécue, le véhicule qui vous porte, qui s'appelle votre corps, vous avez eu du mal à lui trouver une utilité ou une identité valable, puisqu'il ne portait plus d'enfant. D'accord. Et que c'est sans doute là où il y a quelque chose qui a besoin d'être reconstitué, reconstruit, parce que l'immunité, le système immunitaire, il a besoin d'une conscience claire. Pour défendre quelque chose, encore faut-il savoir quoi défendre. Et là, vous êtes dans une phase dans laquelle cette réalité physiologique n'était devenue quelque chose qui n'était plus d'utilité, ou qui était presque quelque chose d'étranger. Et que ce corps, qui était un corps donc, dans lequel peut-être se marquaient même certains vecteurs de l'âge, etc., eh bien, sans vous en rendre compte, peut-être vous êtes mis à vous en distancier, à vous en dissocier, voire peut-être même à ne plus l'aimer, voire le haïr. Et qu'à partir de ce moment-là, lui, il se rappelle brutalement et violemment à vous, parce que Dieu sait s'il y a quelque chose qui est douloureux, c'est la spondylarthrite ankylosante, qui est souvent d'ailleurs une pathologie plus masculine que féminine. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Hein, la pathologie féminine qui rentre en résonance avec ça, c'est la polyarthrite rhumatoïde. Mais qu'effectivement, là, votre corps, il vous rappelle violemment et brutalement en disant « Attends, remets-toi au centre de ta vie et occupe-toi de toi. Et pour reparamétrer le système immunitaire, réfléchis de quoi tu as à te protéger et te défendre. C'est-à-dire, quel risque prenez-vous à être à nouveau femme ?
Je crois que c'est tout ça qu'il faut que vous puissiez gentiment intégrer, Céline, et peut-être que vous pouvez réécouter si... Je crois que vraiment Michel vous a donné la... Prenez une feuille de papier, posez-vous la question. Qu'est-ce que c'est pour moi être femme? Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Toutes les femmes pourraient justement se poser la question, et surtout s'il y a des douleurs. Exactement. On fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Michel Odoul, nous évoquons les maux des corps des femmes. C'est Véronique qui nous rejoint. Bonjour, merci de prendre la parole, Véronique. Bonjour Brigitte et bonjour Michel. Merci à vous de m'accueillir. Bonjour. Je suis un petit peu émue, mais ça va aller. Donc, en ce qui me concerne, moi, ça se passe au niveau lombaire, en fait. Oui. J'ai ce qu'on appelle un rétrolisthésis, pour schématiser une colonne vertébrale qui glisse vers l'arrière. J'ai été opérée une première fois en 2008 avec une intervention qui a complètement raté, le médecin n'ayant pas tenu compte de ce rétrolisthésis. J'ai ma colonne qui s'est en quelque sorte effondrée. J'ai été opérée un mois plus tard. J'ai été opérée en 2010 d'une prothèse cervicale C5, C6. En 2012, j'ai eu une arthrodèse L4, L5. Et là, ça ne va pas. J'ai été arrêtée pendant un mois. J'ai eu une infiltration. J'ai repris mon travail de secrétaire à mi-temps thérapeutique. Et là, les médecins, aucun des médecins que des chirurgiens que je vois n'a le même avis. Donc, il y en a certains qui veulent opérer en passant par le dos, d'autres qui veulent passer par les voies antérieures, d'autres qui ne veulent pas opérer. Un peu compliqué. Alors, j'ai subi pas mal de traumatismes dans ma vie depuis que je suis petite. Mais j'ai conscientisé tout ça, j'ai tout analysé très clairement, je pense. Mais je pense que je n'ai, à 58 ans, toujours rien réglé, en fait. C'est étonnant, quand même, Michel Odoul, c'est la troisième femme qui nous appelle et qui a 58 ans. Oui, j'y ai pensé. Non, mais c'est fou, hein. C'est le deuxième défi saturnien. Oui, c'est un âge important, 58 ans. C'est un âge important. C'est intéressant. Les vertèbres lombaires, elles sont au nombre de 5. Il y a 5 plans fondamentaux dans la vie d'un être humain, qui sont le couple, la famille, le travail, la maison, le pays. Les vertèbres lombaires qui sont touchées chez vous concernent le couple et la famille. Au niveau des vertèbres cervicales, il y a aussi des symboliques qui sont extrêmement puissantes et qui se situent au niveau des grands symboles que sont justement à nouveau le rapport au masculin à l'image du père, qui sont à la fois Jupiter, c'est-à-dire le masculin volage, qui est un dieu qui avait plutôt tendance quand même à vouloir séduire, voire plus, toutes les femmes qui lui tapaient dans l'œil, mais qui est en même temps le symbole de l'expansion. Et puis Saturne, qui est à nouveau ce père dévorant les enfants parce qu'il voulait garder la puissance. Et donc il y a, dans la manière avec laquelle votre corps effectivement exprime les choses, le fait que sur ce qui est le rachis, c'est-à-dire l'axe central, la colonne vertébrale, l'axe porteur, l'arbre autour duquel votre vie s'organise, il y a manifestement une tension qui est une tension fondamentale dans le positionnement qui est le vôtre et dans une sorte de confusion de genre sur les choses que vous avez à tenir, à maîtriser, à gérer, ou celles que vous avez au contraire à accepter telles qu'elles sont, telles qu'elles adviennent. Oui, alors, je n'étais pas une enfant désirée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ma maman ne voulait pas d'autres enfants. En fait, donc elle vous a rejeté, elle vous a pas aimé, elle vous a mis. Elle a fait disons, comme elle a pu, mais sans réellement d'amour. Elle a fait comme elle a pu, donc la pauvre. C'est ça. Non, mais j'ai pas de reproche. Non, je sais bien, mais je crois. Enfin, moi, je voudrais quand même. Je l'ai déjà dit à l'antenne, mais je le redis. Méfions-nous de ces thérapeutes qui vous disent vous
n'avez pas été une enfant désirée, et c'est pour ça que, etc., etc. Il faut pas confondre le fait que, bah oui, on est arrivé, il y a plein de gens qui ont mon âge et qui ont été des enfants pas désirés, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de pilule et il n'y avait pas de contraception. Oui. Mais ce qui compte, c'est si on a été à peu près élevé avec un peu d'amour et de sécurité, et le reste... Oui, ça a été un petit peu compliqué, parce que moi, elle me l'a dit, qu'elle avait tout fait pour me perdre. J'ai mon oncle qui est décédé dans des circonstances un peu dramatiques. Quand j'avais 4 ans, on m'a demandé de garder le secret, donc j'ai gardé le secret de la mort de mon oncle. À 16 ans, j'ai été droguée et violée par le petit copain de mon frère de l'époque, par le frère de mon copain de l'époque. Je suis tombée enceinte et ma mère ne m'a absolument pas aidée. Elle a compris que j'étais enceinte. Elle m'a laissé me débrouiller en me disant c'est bien fait pour toi, maintenant tu te débrouilles. Tout ça n'est pas terrible, on vous est d'accord. Ça a été compliqué, donc je me dis que aussi certainement je porte des choses que je n'aurais pas dû porter peut-être. Donc est-ce que c'est ça mon mal de dos? Non, c'est pas. Ne faisons pas de psychologie de café du commerce. Non, c'est pas aussi simple et simpliste que ça. Il y a peut-être à revenir sur l'expression enfant non désiré que vous devriez peut-être remplacer par enfant malmené. C'est pas tout à fait la même chose. La notion du désir est une chose qui est que lorsque dans une famille un enfant arrive et que c'est peut-être pas le moment, on peut véhiculer un peu cette culture-là, etc. Sauf qu'au moment de l'acte d'amour, l'enfant a été entre guillemets profondément désiré. Il était là puisqu'il a été finalement la pulsion plus ou moins consciente de cette existence. Vous savez, si vous avez lu mes livres, vous avez dû voir qu'on peut concevoir que les choses se décident bien en amont de ce que nos champs conscients sont capables de comprendre. Et que le jour où vous avez décidé, vous, de venir et de vous incarner, et que vos parents ont décidé de se rencontrer pour faire cet acte qu'on appelle l'amour, il y a quelque chose qui s'est produit, qui a produit un principe de vie, que ce principe de vie, vous l'avez développé, etc. En revanche, que le contexte dans lequel vous êtes arrivé, et que les vécus qui ont été le vôtre ont été la traduction, parce qu'il y a eu un certain désarroi, peut-être une non-éducation suffisamment structurante de la personnalité qui vous a conduit à être victime de pas mal de choses, oui. Ça, c'est indéniable et personne ne va le discuter. Que votre corps vous dise qu'en revanche, vous portez des choses qui seraient peut-être bien que vous vous dépêchiez de vous débarrasser, oui et oui. C'est-à-dire qu'il y a à comprendre que c'est une phrase qui avait été dite, je ne sais plus d'ailleurs par qui, certains la dédie au Christ, ou etc., qui dit si je ne suis pas responsable de ce que les autres ont fait de moi, au moins suis-je responsable de ce que je fais, de ce que les autres ont fait de moi. C'est-à-dire de comprendre que ce que je suis, même si j'ai été fracassé, à un moment donné, il m'appartient une décision fondamentale qui est de dire « Ok, je suis ça. J'ai une jambe en moins, j'ai un bras qui est massacré, j'ai un dos qui... etc. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Est-ce que je continue à regarder, et je ne suis pas en train de dire là non plus que c'est facile, mais est-ce que je continue à regarder tout ce qui m'a fait mal ? Ou est-ce que je rentre dans une logique que même le corps nous dit ? Quand un os a été cassé, il se cicatrise avec ce qu'on appelle un cal osseux, et la zone qui a été cicatrisée devient plus solide que tout le reste. C'est-à-dire de comprendre, on évoquait ça aussi avec un des témoignages précédents, avec cette philosophie japonaise qui s'appelle le kintsugi, qui est la manière avec laquelle, quand une céramique a été brisée, on la répare de telle façon qu'on magnifie la cassure, et qu'on en fait un objet qui devient plus grand en termes de valeur que celui qu'il était avant. Ça devient une véritable œuvre d'art. Oui, je connais. Oui. Voilà. Et c'est un vrai travail. Et c'est un vrai travail. Il faut que vous vous donniez... puisque si vous êtes là et que vous posez la question, c'est que vous êtes sur le chemin et que vous avez envie de... Donnez-vous à ce moment-là les moyens d'aller dans cette direction-là. Faites-vous peut-être aider éventuellement, parce que oui, quand on en est au stade... Oui, je l'ai déjà fait, oui, je l'ai déjà fait, bien sûr, oui. Je pense que j'ai beaucoup avancé d'ailleurs, mais bon, voilà. Oui, mais c'est pas mais bon, voilà, c'est-à-dire que là maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que est-ce qu'on va passer par devant, est-ce qu'on va passer par derrière, ou est-ce qu'on fait pas du tout ? Donc, et oui. C'est ça. Est-ce que vous connaissez quelques techniques de relaxation ou de méditation ?
Alors, oui, j'en connais, mais je n'y arrive pas. Je pense que je suis tellement nerveuse que je n'y arrive pas, vraiment. La méditation, c'est pareil, je n'y arrive pas. Faites-vous aider. Allez voir une personne qui fait, par exemple, de la sophrologie et demandez-lui de vous aider pour aller dialoguer avec votre corps et votre dos. D'accord. Allez voir votre structure vertébrale. Parlez-lui. D'accord. Expliquez que vous avez compris. Vous avez les fondamentaux, vous avez une racine qui est solide à l'intérieur. Donc ne laissez pas celle qui est celle de la manifestation corporelle se dégrader elle. Oui. C'est pas facile, mais bien sûr que... Mais attendez... Non, mais c'est un long chemin, tout ça. Et j'ai essayé la sophrologie, j'ai essayé un tas de méthodes et je sais pas, c'est peut-être moi qui bloque. Oui, mais non, rentrez pas là-dedans. Vous avez essayé la sophrologie, mais sans doute en suivant les préceptes que vous donnait le sophrologue. Ce qu'il faut, c'est si vous allez voir quelqu'un qui vous aide à pratiquer des techniques de méditation et de relaxation particulières, demandez-lui de vous aider pour aller vers les techniques respiratoires qui vont vous aider à vous détendre et à conduire le souffle dans les différentes parties de votre corps. Mais décidez-vous de l'exercice que vous voulez faire. Prenez-vous en main. Prenez le deal avec le sophrologue ou avec la spécialiste de la méditation en lui disant, voilà, c'est ça que je veux aller travailler. Merci en tout cas Véronique. On fait une petite pause, on laisse le temps aux infos et puis on se retrouve toujours avec Michel Odoul et avec vous bien sûr. Le corps des femmes est sujet à plus de problèmes de santé physique. Quelles en sont les causes? On en parle aujourd'hui avec Michel Odoul. Vous souhaitez réagir? Appelez-nous 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous sommes avec Michel Odoul aujourd'hui. Je rappelle bien sûr votre best-seller, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est aux éditions Albin Michel. Vous l'avez ressorti avec une nouvelle édition donc augmentée et dans laquelle vous parlez beaucoup de toutes ces maladies auto-immunes qui sont les maladies du 21e siècle, pourrait-on dire. Oui, maladies auto-immunes ou de souffrances qui sont liées effectivement à nos modes de vécu sociétaux actuels comme l'algodystrophie, l'apnée du sommeil, la fibromyalgie, donc on évoquait, les problèmes auto-immunes, etc. Et on peut parler aussi tout à l'heure des allergies, enfin beaucoup de choses qui sont oui. En nette augmentation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de stress, que ce soit sur le plan du travail, mais aussi de la vie quotidienne, oui. Comme s'il fallait tout faire toujours très vite. Oui. Et peut-être que ce serait bien de rappeler que prendre le temps de vivre, c'est peut-être une bonne manière déjà d'aller bien. Oui, bien sûr. La question, elle est que j'ai ou est-ce que je suis capable de me donner les moyens de le faire ? C'est véritablement quelle est ma psychologie de course à l'échalote et de croire que je remplis ma vie en faisant toujours plus. On est vraiment sur des vraies questions profondément existentielles. Et on voit cette explosion des problématiques allergiques ou auto-immunes, donc des problématiques liées au système immunitaire. Et il faut savoir que les grands facteurs et les grands vecteurs immunodéprimants, ce sont le champ de la conscience qu'on a de soi. Donc pour pouvoir se défendre de quelque chose, encore faut-il savoir quoi défendre. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est le stress. Le stress c'est c'est ce qu'on appelle un syndrome d'adaptation. J'étais toujours très très en colère à l'époque quand, dans les années 80, on nous a sorti des pseudo-sciences psychothérapeutiques, le fait de dire que le stress était nécessaire, etc. C'est absolument faux. Il faut savoir d'où vient le stress. Le stress est d'ailleurs un terme de mécanique. C'est un terme qu'on utilisait pour la capacité des métaux ou d'un certain nombre de choses rigides, et c'était notamment dans l'industrie métallurgique. On pliait une barre de métal jusqu'à ce qu'elle casse. On parlait du moment du stress. Et c'est un moment de rupture. Mais c'est parce qu'on est dans la confusion entre le stress et la motivation. Le stress, c'est une sollicitation qui vient de l'extérieur. La motivation, c'est une sollicitation qui vient de l'interne. Or, nous sommes soumis en permanence et de façon incessante à des sollicitations venant de l'extérieur. Et petit à petit, eh bien, cela épuise notre capacité à répondre à ces sollicitations. Et c'est là que notre système immunitaire commence à se déparamétrer et il commence à vivre les sollicitations du monde extérieur comme des agressions. Et donc génère en nous une nécessité à nous protéger, à nous défendre face à ça. Et notre système immunitaire, eh bien, il se met en route. Le pollen, il a toujours existé.
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il devient quelque chose qui est générateur de réaction, d'allergie, oui. Donc comment on l'appelle? Tout simplement parce que ça n'est pas le pollen qui a changé, c'est notre sensibilité à lui. Voilà, donc c'est important peut-être de revenir à ce qui fait qu'on est un être humain et peut-être revoir notre manière de vivre, nos notre espaces hygiène, de vie, etc. notre temps de respiration, notre distance face aux choses et aux événements, etc. etc. D'où l'importance toujours de travailler sur sa respiration. Hein. C'est notre meilleur moyen d'être en relation avec notre corps. Oui. Bonjour Lydie. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Michel. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre émission. Je vous en prie, allez-y. Alors, voilà, moi je vous appelle pour... il y a plusieurs problèmes de santé dans ma vie, mais il y en a un qui me préoccupe beaucoup, et depuis, j'ai honte de le dire, mais ça fait 17 ans, une algodystrophie, en fait, pied, cheville droite. Mais vous n'avez pas à avoir honte, Lydie, surtout pas. Non, c'est parce que en fait, ça dure depuis tellement longtemps, 17 ans, alors que j'avais lu, entendu que ça durait 2 ans, etc. Donc, en fait, moi, j'ai ce problème. J'ai essayé de voir, alors pas la médecine traditionnelle, kiné, etc. On n'a pas grand-chose à proposer. Et je me suis tournée vers des ostéopathes, même guérisseurs. Mais en fait, j'ai pas eu de soulagement. Et bizarrement, ça fait 17 ans. Et c'est très curieux parce que c'est comme au début, en fait. Donc, c'est un type de douleur qui brûle. C'est une brûlure, en somme. Un gonflement, une brûlure qui est douloureux en permanence, à la marche, etc. Et auquel, moi, je m'habitue dans ma vie parce que la vie continue, ma vie a continué. Et c'est apparu après une intervention sur le rachis, qui a très bien fonctionné après, j'ai pu retravailler, etc. Donc une intervention chirurgicale. Voilà, c'est ça. Et ensuite une phlébite, et puis après ça. C'était pas prévu dans ma vie, puis c'est arrivé et c'est resté. Voilà, c'est ça ma question en fait. Vous savez, c'est jamais prévu dans notre vie d'avoir une maladie. Je crois pas qu'on prévoit d'avoir une maladie. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est déjà l'expression et la manière avec laquelle vous décrivez, parce que vous dites c'est arrivé dans ma vie, c'était pas prévu, comme si c'était un événement qui vous est extérieur. La neuroalgodystrophie, ou ce qu'on appelle maintenant l'algodystrophie, c'est quelque chose de très précis. C'est effectivement, et c'est un syndrome douloureux qui est extrêmement puissant, puisque même il y a 35 ans, il n'y en avait quasiment jamais. Ça n'existait pas. Et puis petit à petit, c'est quelque chose qui est apparu, et dans les premiers temps, même d'ailleurs, la médecine était un peu dépassée. Donc les manières de traiter ça, c'était avec des antidépresseurs de type anafranil, par exemple, les antalgiques étant pas du tout suffisants, des piqûres de calcitonine pour éviter la déminéralisation de la structure osseuse, etc., etc. Et l'algodystrophie, elle se traduit effectivement par un état inflammatoire, c'est-à-dire la zone est très chaude. Elle est encore chaude, votre cheville, ou pas? Oui, complètement, comme au début. Donc, ça veut dire que la racine traumatique n'a pas été identifiée, mais ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui peut encore être, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, traitable. Il y a derrière l'algodystrophie 3 dimensions précises qui sont présentes. C'est l'atteinte au niveau du système osseux, c'est la problématique inflammatoire et circulatoire, et la problématique neurologique. Il y a derrière la neuroalgodystrophie le vécu d'un traumatisme qui a impacté des structures ou des croyances de fond plus ou moins conscientes, qui ont déstabilisé la personne et qui l'ont amené à perdre des références ou des croyances qui étaient des références ou des croyances fondamentales. Oui. Et je pense que... Et c'était la cheville droite ? Gauche. C'est la cheville gauche. Donc il y a sans doute... Le pied. Pied et cheville. C'est pied et cheville. Oui. La cheville, ça s'arrête au niveau des malléoles ou ça remonte un peu sur tibia péroné? Ça s'arrête. Je ressens juste une sensation de chaleur dans le mollet, mais c'est vraiment le pied qui est touché, un peu la cheville. Oui. Et vous disiez que vous aviez été opéré de la colonne, c'est ça? Oui, du rachis, une arthroplastie discale L4, L5, qui a bien fonctionné. Voilà. Parce que vous avez à cet endroit-là une émergence de la moelle épinière qui se transforme dans ce qu'on appelle la queue de cheval. Il y a sans doute eu des compressions et c'est ce qui explique la tension ou le ressenti de chaleur
que vous avez au niveau du mollet, alors que dans le mollet, ce n'est pas l'algodystrophie qui est présente. Et je crois qu'effectivement, il y a un ensemble de choses. Alors, il faudrait pouvoir effectivement aller consulter quelqu'un qui... Alors, que ce soit un praticien qui a été formé à mon approche sur cette dimension-là, ou un ostéopathe qui soit en capacité de gérer ça, il y a à faire un travail qui doit être un travail conjoint entre ce qui se passe au niveau sacro-iliaque et lombaire et ce qui se passe au niveau de votre pied. Au niveau du champ symbolique, bien évidemment qu'il y a à s'interroger sur qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, c'est-à-dire il y a 17 ans, dans votre vécu, votre relation de positionnement avec une représentation du masculin ou du père. Oui. Non, ma question, c'est pas s'est-il passé. Oui, Mais encore. Je réfléchis, mais moi, enfin, mon père il est décédé avant. À 7 ans, ma mère a divorcé. J'ai eu un beau-père qui était plutôt maltraitant. Mon père était adorable. Voilà. Sinon, j'ai pas eu d'événement au moment de cette opération. Enfin, voilà, dans ma vie. Vous aviez quel âge au moment de l'opération? J'avais 45 ans. 45 ans, j'avais. D'accord, ok. Et les douleurs étaient apparues 2-3 ans avant? Non, en fait, c'est apparu là. Après cette intervention, il y a une phlébite et puis tout de suite... les douleurs au niveau du rachis. Les douleurs, oui, c'est ça. Donc à un âge assez clé, 42 ans. 42 ans, voilà, c'est ça. Il y a une vraie nécessité pour vous, au plus profond de vous-même, quels qu'aient été les vécus et le bagage, à aller pacifier les mémoires, qui sont les mémoires vis-à-vis du père et vis-à-vis du masculin très globalement, de façon à ce que vous puissiez vous repositionner par rapport à ces images et à ces projections. C'est vraiment quelque chose qui est... Pardon ? Mon père est décédé, j'avais 40 ans, quoi. 40, oui, ça remonte à ça, quoi. C'est ça. Mon père, en fait. Mais non, mais c'est ça, vous savez. Vous savez ce que vous pouvez faire éventuellement. Vous pourriez éventuellement prendre une feuille de papier et lui écrire. Oui. Vous lui écrivez à votre père, vous lui mettez tout ce que vous avez sur le cœur, vous relisez, vous signez, vous mettez tout ça dans une enveloppe à son nom et à son adresse, c'est-à-dire au ciel. Et puis vous allez brûler cette enveloppe. Vous allez faire un acte symbolique destiné à vous adresser non pas à votre père puisqu'il n'est plus là, mais à l'image et à la représentation qui est la sienne au plus profond de vous-même. Et puis il y a peut-être un sentiment comme ça qu'il vous a abandonné, et à cause de cet abandon, vous vous êtes retrouvé avec un beau-père qui vous a maltraité. Enfin, je veux dire, surtout une instabilité, vous ne pouviez plus vous appuyer sur un masculin fiable. Vous voyez, donc ça a mis votre sécurité en péril. C'est toujours important de comprendre qu'en tant qu'enfant, on a besoin d'amour et de sécurité, et symboliquement... Et de repères stables, voilà. Symboliquement, l'amour, c'est la mère et la sécurité, c'est le père. Tout ça, c'est important. Et puis peut-être que quand vous retrouverez votre sécurité intérieure, vous pourrez reposer le pied sans souffrir. Oui. Et avancer. D'accord. Il y a un travail énergétique, il y a un travail, donc je vous dis, que ce soit en shiatsu, éventuellement en acupuncture, etc., qui peut directement se faire sur la réalité biomécanique, parce qu'elle, bien entendu qu'elle n'est pas à nier à aucun point de vue, mais que ce travail seul ne sera pas satisfaisant et suffisant. Il a besoin d'être accompagné par un travail de pacification. Le travail mécanique va calmer l'inflammation physique, le travail du pardon va calmer l'inflammation émotionnelle. Merci beaucoup Lydie, en tout cas. On fait une petite pause, Michel Odoul, et puis on se retrouve dans un instant avec Anna également qui nous a appelés. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Michel Odoul est avec nous et nous évoquons, j'allais dire, la souffrance. Oui, je crois que c'est important de rappeler, encore une fois, la différence entre la douleur et la souffrance. Alors, on parle aujourd'hui de la douleur des femmes, mais peut-être que la prochaine fois que vous viendrez, on parlera de la douleur des hommes. La douleur, c'est donc quelque chose de réel, que le corps nous
La douleur parle du signale. corps, la souffrance parle de l'âme. Et voilà, et la souffrance, c'est l'âme, c'est le psychisme, enfin, on appelle ça comme on veut, qui entretient, si je puis dire, la douleur, parce que justement, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas encore compris. C'est le seul mode d'expression qui lui reste. Exactement. Bonjour Anna. Oui, bonjour à vous deux. Merci de m'accueillir. Je vous en prie. On vous écoute. Oui. Alors, vous avez 57 ans aussi. On reste dans ces âges-là. Hein, peut-être. Oui, tout à fait. Peut-être que c'est en effet pas si simple d'être une femme d'approcher de la soixantaine. C'est des âges. Écoutez, je sais pas. Jusque-là, j'avais pas trop de soucis par rapport à mon âge. J'ai quelques soucis de santé, mais je vivais bien. Enfin, je vis bien à mon âge. Si ce n'est que depuis le mois de mars, là, m'est arrivé très soudainement un souci. J'ai eu une douleur très importante lors d'un rapport sexuel et je me suis découvert en fait comme une boule. Je pensais que c'était une boule en fait et qui était très douloureuse et donc on m'a pris en urgence. J'ai eu un rendez-vous gynéco en urgence où on m'a fait une biopsie parce qu'on se demandait un peu ce que c'était et le diagnostic c'est que j'ai un lichen scléreux. J'ai jamais eu de problème avec ma sexualité. J'ai une sexualité très ouverte, régulière, avec mon compagnon qui est adorable, tout ça. Et par contre, là, ça me pourrit la vie parce que ça me fait un mal de chien. C'est très douloureux. Oui. Ça me fait un mal de chien qui est important. Ça m'est arrivé d'un coup, du jour au lendemain. Et en fait, si vous voulez, la solution qu'on me propose, moi je suis pas très allopathie en général, j'essaie toujours d'éviter. Et ce qu'on me propose donc, c'est des hormones. Sauf que les hormones aussi, c'est compliqué pour moi, d'une part parce que j'en ai pas très envie, mais que à la suite du vaccin du Covid, j'ai fait la deuxième injection, j'ai fait une grosse thrombose. Et donc, je sais que tout ce qui est hormones, c'est pas terrible avec ça. Voilà, donc j'en suis là. Je voudrais essayer de trouver des solutions et comprendre pourquoi tout d'un coup j'ai ça, alors que je suis bien dans mon corps. Enfin, j'ai jamais eu trop de problèmes avec mon corps. Et voilà. Donc, ma question du moment, j'ai d'autres problèmes, à droite d'ailleurs, pas mal. Mais parce que là, c'est surtout au niveau, cette boule m'est sortie à droite, au niveau de la petite lèvre à droite, et à gauche, j'avais pas grand-chose, quoi. Voilà. Droite, comme vous le savez sans doute, Anna, hein, oui. c'est le féminin, hein, oui. Donc ça vous concerne vraiment, vous, Tout à fait. Mais dans tout ce que j'entends de ce que vous dites, déjà la première des questions que je voudrais vous poser, donc vous dites que c'est un lichen. Oui, c'est ce que m'a dit en fait le gynéco, donc puisque j'ai fait une biopsie. Qu'est-ce que c'est un lichen? Vous allez me le dire? Comment ça, je vais vous le dire? C'est une plante, qui s'accroche. C'est pas une plante. Je ne sais pas exactement. Moi, je dirais une plante. Ouais, c'est entre la plante et l'animal. C'est une forme particulière de vie et c'est une forme qui peut s'apparenter à une forme de type parasitaire. D'accord. C'est-à-dire qui vit sur un support. D'accord. Dont elle puise une partie des éléments qui sont les éléments environnants. Et la deuxième des choses, c'est que c'est une plante qui est... comment on va dire ça, une plante, si ce n'est éternelle, en tout cas, qui a une durée de vie qui est absolument incroyable et qui peut donc remonter à extrêmement longtemps. Et la question que j'aurais envie de vous poser éventuellement, c'est est-ce que dans ce qui est le champ du rapport au féminin et au droit au plaisir, vous avez l'impression qu'il y a des vécus, des histoires ou des mémoires qui vous parasitent? Non. J'ai jamais eu une sexualité difficile, j'ai pas eu de problème avec ça, jamais, même très jeune. Non. Est-ce que vous vous souvenez de votre mère à votre âge? Quand votre mère avait approché de la soixantaine? Je m'en souviens vaguement parce que j'ai pas eu forcément de très bonnes relations avec elle, ou j'en ai pas non plus forcément de très bonnes, mais vaguement quoi, parce que j'ai jamais trop échangé avec elle. Je sais pas trop vous dire en fait. Parce qu'a priori, si vous voulez, ce que la symptomatologie semble dire,
Après, on pourra discuter sur ce qu'est la manière de traiter la chose, ou etc. Mais ce que la symptomatologie semble vous dire, c'est que votre corps, il est en train de vous dire qu'il y a une émergence sans doute de constitution, de conscience et de mémoire parasitaire qui commence à porter atteinte à votre capacité à jouir de l'existence en tant que femme. Ouais, on est d'accord. donc là dans quelque chose qui peut rentrer en résonance avec une culture familiale ou pas, plus ou moins ancienne ou pas, autour d'une idée de dire que, arrivé à un certain âge, et etc., le vécu de la femme et du féminin est un vécu qui n'est plus un vécu dans lequel le plaisir et la jouissance font partie des choses. Et que il est temps de se poser. Est-ce que c'est un âge dans lequel on devait rentrer dans un certain rôle, une certaine attitude, ou etc., etc. Et qu'il y a là une persistance de cette mémoire, qui est peut-être d'ailleurs même quelque chose qui peut aller jusqu'au transgénérationnel, puisque le lichen est quelque chose qui est une forme de vie qui remonte au plus loin. Et c'est la forme de vie en plus qui fait partie des rares formes de vie qui résistent même aux froids les plus intenses. C'est-à-dire donc à tout ce qui est le froid du vide abyssal et tout ça. Mais en même temps qui est une forme de vie qui nourrit certaines formes de vie, puisque c'est l'aliment des rennes, c'est-à-dire des animaux qui sont capables dans des circonstances-là quand même de se nourrir. Et qui a donc un potentiel de vie derrière ça. Et que sans doute vous avez besoin de rétablir quelque chose au niveau du terrain. C'est souvent lié à un déséquilibre acido-basique qui vient se rajouter sur ça. Et que peut-être qu'un autre avis médical pourrait être intéressant pour vous, que d'aller voir un médecin homéopathe pourrait être intéressant, d'aller voir un médecin acupuncteur pourrait être quelque chose d'intéressant, parce que on pourrait peut-être vous proposer d'autres pistes, parce que vous avez raison, l'hormonal avec le signal d'alerte que vous avez eu avec la conséquence vaccinale sont des choses qui sont à prendre en compte, bien évidemment, dans la manière de traiter ça. Mais que la conséquence fondamentale de ce lichen, c'est un interdit à la jouissance, et c'est l'émergence du fait que la jouissance devient quelque chose qui est douloureux. Donc auquel je n'ai peut-être plus droit. Et c'est là-dessus où il y a quelque chose à travailler. Il faut que vous réfléchissiez à l'image que vous avez intégrée de votre mère vieillissante. Vous voyez, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous revenir à l'esprit et qui vont vous aider à vous libérer. Il y a quelque chose. L'indication que je peux vous donner, Oui. c'est que j'ai aussi sur la fesse droite de l'herpès qui m'arrive, juste une plaque régulièrement, et que ma mère a la même chose. Oui, Voilà. Mais je crois que si vous voulez, la piste véritablement, elle est là. Est-ce que à 58 ans, votre mère a été obligée de rentrer dans le rang, quelles que soient les raisons de ça ? Bizarrement, non. Ma mère s'est découvert une sexualité plus ouverte. Elle s'est séparée donc de mon papa dans ces eaux-là. Et là, elle a recommencé à avoir une vie plus... Et oui, mais comment vous avez vécu ça, vous ? Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que peut-être... Alors, oui, dites-moi, pardon. Non, allez-y, vous. Non, je voulais dire que j'avais vécu ça. Étant donné que j'étais pas proche de ma mère, je l'ai jamais trop été. Je vais vous dire que je m'en foutais. Voilà. Eh ben, peut-être, j'ai jamais été proche vraiment de ma maman. Peut-être pas tant que ça, justement. Moi, je pense que vous avez la piste là, Anna. Ça nous paraît tout à fait évident. Prenez le temps d'y réfléchir, mais il y a certainement quelque chose à comprendre par rapport à ce qui a été vécu par vous. Et comme par hasard, vous arrivez à cet âge-là. Merci en tout cas, Anna. Merci beaucoup. Merci. On fait une petite pause. On se retrouve avec le Sexo Conseil. On va parler du désir des femmes, justement. Et puis, vous pouvez continuer, bien sûr, à nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Michel Odoul, on va parler du désir des femmes. On en a déjà parlé hier, parce que très souvent, c'est compliqué et elles sont pas toujours en accord avec leurs désirs. Et il y a notamment eu cette fameuse étude qui a été faite il y a déjà une vingtaine d'années. On faisait visionner aux femmes des images érotiques avec des capteurs dans le vagin, et leurs paroles n'étaient pas du tout en corrélation avec ce que disaient les capteurs. C'est-à-dire que les femmes disaient non, ça m'excite pas du tout, alors qu'en effet,
effet, elles mouillaient réellement beaucoup et que les capteurs disaient bien que ça les excitait. Voilà, donc c'est toujours compliqué pour les femmes d'évoquer réellement leur désir. Elles ont tendance à le faire à demi-mot, souvent évidemment par peur d'être jugées. Elles ne savent pas toujours non plus dire ce qu'elles aiment ou ce qu'elles n'aiment pas, sans doute par peur de déplaire à leur partenaire. Et en fait, c'est très important pourtant que la femme accepte de mieux comprendre quel est son désir, qu'est-ce qui peut la faire jouir ou pas. Et il faut aussi qu'elles apprennent à dire non plus clairement. Voilà, donc c'est un point important. Et peut-être que, puisqu'on parle aujourd'hui des mots des femmes, peut-être que si les femmes étaient plus claires avec leurs propres désirs, avec leurs propres fantasmes, notamment on sait par exemple que les femmes ne font pas tout à fait l'amour de la même manière avec leur mari qu'avec leur amant. Alors bon, c'est la même chose pour les hommes, hein, bien sûr. Enfin, c'est important aussi de savoir que quand les femmes, on leur pose la question des fantasmes, un des fantasmes qui revient le plus, c'est d'avoir les yeux bandés ou les mains menottées, sans doute parce que à ce moment-là, elles sont réellement à nouveau soumises et donc elles peuvent s'autoriser à avoir du plaisir puisque elles ne sont pas responsables. Donc c'est quand même toujours intéressant de bien comprendre où on en est aujourd'hui pour aider les femmes justement à être plus aptes à être avec leurs désirs. Oui, ça fait partie de ce qu'on appelle les grands archétypes de ce qu'est l'inconscient féminin. C'est la chanson « Une femme honnête n'a pas de plaisir », c'est-à-dire qu'on est dans une construction, dans une idée, une image de soi, dans laquelle, effectivement, il y a un certain nombre d'interdits qui existent, fondamentalement, et en même temps, on est confronté à des discours et des présupposés dans lesquels on est victime de quelque chose parce qu'on est dans la soumission, et donc il y a des vrais conflits en interne. C'est extrêmement difficile pour une femme de résoudre ça, sauf à prendre effectivement le risque d'oser, d'aller vers, de se tromper, d'avoir peur et finalement de découvrir derrière le miroir quelqu'un qu'on ne connaissait pas vraiment et qui finalement doit aller un peu plus à la rencontre de ses vrais désirs, oui. Et on continue avec ce jouet intime que Séverine a reçu. Bonjour Séverine, c'est un vibromasseur Rabbit Cerberus Pretty Love que l'on retrouve sur le site concordelove.fr. Donc je vous le montre, Michel Odoul, voilà. Alors c'est une sorte de Rabbit, hein, donc il est vibrant, il fait un peu de bruit d'ailleurs, ça doit être parce que c'est des piles. Il fait même beaucoup de bruit, je trouve. En tout cas, Séverine, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité Michel. Bonjour. Alors effectivement, je vous rejoins par rapport au bruit. Dans un premier temps, surprise que ça fonctionne avec des piles. Oui, qu'il fallait en avoir en stock. Ça n'existe plus beaucoup, hein, ce genre de jouet maintenant. Non. Tout à fait, j'avais été surprise, donc merci de m'avoir permis de tester le jouet. Donc les piles, effectivement, c'est le petit point, on va dire, surprenant. Et puis le bruit, effectivement, aussi. À part ça, j'aime bien la couleur qu'il a. Je trouve joli avec des couleurs vert pastel, enfin vert et blanc. Oui, c'est vrai. Donc voilà, la couleur est assez jolie. Bon, après... Et puis après, ce qui est très intéressant, c'est toutes les vibrations. Alors, il y en a 30. 30 vibrations, oh là, c'est beaucoup. C'est une par jour. Beaucoup, hein. Une par jour. Bon, j'ai pas encore eu l'occasion de tout tester du coup. Mais effectivement, le fait qu'il y en ait 30, alors après, ça varie sur l'intensité, ça varie à la fois sur les différents objectifs, parce qu'il est stimulé aussi au niveau du clitoris. Donc ça vibre plus ou moins fort selon ce qu'on souhaite faire. Donc voilà, enfin, moi c'est un jouet que j'ai apprécié, que j'aime bien, et maintenant il faut encore voir pour découvrir les 30 vibrations exactement. Ah bah oui. Bon, remarquez, vous n'êtes pas obligé de toutes les tester. Hein. Non, bien sûr que non. Non, mais en même temps, il a une qualité. Il est vraiment très bon marché. Il est à 23,92 €, ce qui est franchement pour un jouet assez. Ah ouais, c'est pas cher du tout. C'est peut-être intéressant à signaler quand même, parce que c'est vrai qu'ils sont souvent assez chers. Bon, en tout cas, oui, il est bon. C'est
pas c'est pas la Rolls des jouets, mais au moins il est quand même efficace et assez. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et assez joli, faut reconnaître. Oui, tout à fait. Voilà, les petites oreilles, qui ont des intensités aussi différentes selon les modes de vibration qu'on utilise. Peut-être que ce qu'on peut critiquer aussi, c'est que les vibrations sont simultanées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir de faire vibrer plus ou moins les oreilles ou le pénis. Oui, par contre, oui, c'est ça, voilà, tout à fait. Bon. Ça aurait été bien de pouvoir dissocier, on va dire, les deux et de pouvoir avoir le choix. Voilà, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Non. Ok. Non, mais bon, voilà, il fait son travail quand même. J'ai bien l'impression. Quelle note vous lui donnez, Séverine? Je lui donnerai 8. 8 sur 10, très bien. Oui, c'est bien. Donc ce vibromasseur Rabbit Cerberus Pretty Love, vous pouvez le retrouver sur concordelove.fr. Je rappelle qu'avec le code promo Sud Radio 15, vous avez 15% donc de rabais en plus, donc déjà, alors que le prix est déjà bien bon marché. Voilà. Et puis ce jouet que j'ai entre les mains, on l'offrira à l'une ou l'un d'entre vous si vous participez à l'émission. Donc pour participer à l'émission, vous allez sur sudradio.fr et puis vous participerez à l'émission que vous voulez et vous recevrez en échange ce jouet. Merci Séverine. On continue avec Karine qui nous a rejoint. Bonjour Karine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. On s'est déjà eu il y a maintenant 4 mois. Donc depuis, ça n'a pas évolué, je suis toujours à l'arrêt. Donc je reviens sur ma situation. Moi, c'était au niveau des jambes. Oui. C'était avec Michel Odoul que vous aviez témoigné, c'est ça? Oui, j'avais témoigné pour le trouble de la marche. Donc depuis, on a fini, on va dire pour eux, ils ont fini de chercher les examens. Donc au niveau médical, ça donne rien. Donc je me suis retractée sur un chiropracteur ça commence à me faire du bien. Et j'ai commencé EMDR. Et on a fait une recherche aussi sur le muscle psoas, qui est le muscle de la main, où effectivement on retrouve ce problème de marche. D'accord. Voilà. Donc je voulais savoir, comme Michel, je l'ai très peu la dernière fois, pas suffisamment, je voulais savoir, parce que je ne l'ai pas trouvé dans le livre, ou alors j'ai mal cherché, pour le muscle de l'âme, le psoas, est-ce qu'il y avait... Les psoas, vous voulez dire? Le psoas, oui, voilà, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Je voulais savoir, ça parle comme quoi c'est dû à la peur. C'est ce qui gère en fait la mobilité au niveau de la marche. Alors, ça gère à la fois le postural et la capacité du fléchissement des jambes, donc notamment de la marche et de l'avancée. Ça a aussi un lien extrêmement important à avoir avec donc le postural, c'est-à-dire la tenue de la colonne vertébrale. Mais c'est aussi un muscle qui peut avoir des incidences extrêmement fortes. Par exemple, on le trouve vraiment impliqué dans l'intensité des douleurs de l'endométriose, par exemple, etc. C'est-à-dire qu'il y a des interactions avec tout ce qui est la sphère abdominale. Et ce muscle, il a comme particularité qu'il s'attache à la fois au niveau de la colonne vertébrale, ça remonte jusqu'à la première vertèbre lombaire. Il y a des intrications avec le diaphragme, donc il peut y avoir dans les contractions des psoas même des problèmes respiratoires. Et il descend juste... Pardon ? Vous avez ça aussi. Il y a des fois, j'ai l'impression d'être en apnée, je reprends mon souffle. Voilà. C'est surprenant. Et ça descend donc, et il descend jusque au niveau des iliaques, au niveau des deux hanches, si vous préférez, vers la structure avant. Il rejoint les muscles iliaques, et c'est là où il participe justement au fléchissement des jambes et aux capacités au mouvement. Et que derrière cette tension qui existe au niveau du psoas, alors un chiropracteur c'est très très bien. Vous pouvez éventuellement aussi trouver un grand bénéfice avec ce qu'on appelle un fasciathérapeute. Vous pouvez trouver un très grand bénéfice aussi avec un praticien professionnel en shiatsu, là aussi, qui va vous faire des techniques particulières qu'on appelle des techniques d'ouverture de hanche, qui vont permettre de libérer la tension qui est au niveau des psoas. Et je crois, j'en ai vu, il me semble, en étant passé dans des librairies, il existe maintenant des ouvrages dans lesquels il y a des exercices de gymnastique et des postures qui permettent de libérer les tensions qui sont structurées au niveau des psoas. Après, au niveau de ce qui est la symbolique de fond, il est bien évident que les jambes, c'est ce qui nous porte et nous permet d'aller vers les autres et le monde. Ce sont des vecteurs de relation au monde et aux autres. Et que l'attitude et la posture qui est la nôtre, elle est directement
en lien avec l'image qu'on a de soi, la valeur qu'on se donne et la capacité qu'on a à se projeter dans le futur et dans l'avenir. Et donc il y a manifestement, si vous voulez, chez vous, une difficulté, une tension ou une souffrance dans ces directions-là, dans le projet de vie, la place que vous vous donnez dans le projet de vie qui peut être le vôtre, qui a même peut-être besoin d'être un projet, qui a besoin d'être manifesté et conscientalisé. Parce que si les muscles de l'âme sont en tension, ça veut dire que les profondeurs de l'être ont du mal à se sentir en phase avec la manière avec laquelle j'avance sur le chemin de la vie. Ça vous parle, ça, Karine ? Ah, complètement. Parce que aussi, j'ai des problèmes, vous savez, docteur Odoul, j'ai mes jambes qui se dressent d'un coup. Elles se raidissent, j'ai beaucoup de mal à me redresser, en fait. Oui, des phénomènes spastiques. Oui. Il y a des moments, les deux jambes se redressent d'un coup. Oui. Ah, c'est impressionnant. Mais c'est impressionnant, c'est impressionnant. Alors, le chiropracteur, ça peut beaucoup vous aider parce que lui, il va faire un travail sur tout ce qu'est le repositionnement vertébral. Posture, oui, voilà. Et voilà, et ça, c'est indéniable. Je pense que vous devriez aller voir un praticien shiatsu ou un médecin acupuncteur si vous n'avez pas de praticien. L'acupuncteur, on a essayé, mais ça me raidit trop. Elle n'arrive pas. Les muscles se tendent tellement que les aiguilles, on a du mal à les mettre. D'accord. Donc à ce moment-là, ce qui vous reste, c'est un praticien shiatsu. Il faut que vous alliez voir, si vous allez sur mon institut, vous cherchez un praticien qui est formé en shiatsu et en psycho-énergétique, et que vous lui précisiez que vous voulez vous faire un travail, ce qu'on appelle un travail spécifique d'ouverture des hanches. Et là, il y a tout un travail qui est un travail fondamental qui, lui, va produire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il va se travailler sur la respiration, justement. On va commencer à faire un travail qui va partir du diaphragme et de la respiration. De l'intérieur. Pour détendre toutes les structures musculaires des psoas, descendre jusqu'au niveau du bassin et ensuite au niveau des jambes. Merci beaucoup, Karine. On fait une petite pause et il est déjà temps de conclure avec Chantal qui va nous rejoindre dans un instant. Demain, avec le docteur Jacques Fricker, nous nous demanderons comment bien se nourrir tout en sachant se faire plaisir. Pourquoi prend-on du poids et surtout comment le perdre ? Venez apporter votre témoignage au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est toujours avec nous. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est aux éditions Albin Michel. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup d'auditrices qui vous ont lu, hein, Michel Odoul. Et c'est vrai que on peut lire. Et j'ai envie de juste donner comme conseil que ça passe peut-être parfois trop par l'intellect et qu'il faut encore une fois le lire avec le cœur pour comprendre ce que vous donnez comme information. Et c'est pour ça que c'est parfois si compliqué, parce que si on comprend avec le cœur, ça touche des émotions et ça peut faire mal, évidemment. C'est ça. Ça peut réveiller en tout cas des zones de sensibilité et en même temps, qu'est-ce que c'est libératoire ? C'est-à-dire, mais c'est le phénomène, effectivement, de la révélation qui arrive à un moment donné et qui frappe de plein fouet. Donc, on a un espèce de côté où on est un peu suffoqué dans l'instant, et puis ensuite, les choses se relâchent et se détendent, oui. Mmh. Chantal est avec nous. Bonjour, Chantal. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel Odoul. Bonjour. Merci de me prendre à l'antenne et je suis bien contente d'avoir Michel Odoul depuis le temps que j'attendais d'être disponible au moment où il passe. Merci beaucoup, en tout cas. Donc allez-y, il vous écoute. Oui, moi je voulais parler de mes problèmes de santé qui sont apparus subitement il y a 1 an et demi à peu près, début novembre 2023, alors que j'étais très sportive. Et après examen, 2 rhumatos ont dit que j'avais une sciatique bilatérale, on m'a soignée pour ça. Ça ne passait pas. Et ils ont voulu me faire opérer. Et je suis allée voir un chirurgien qui m'a dit non, vous n'avez pas de sciatique. Votre dos est très abîmé, bien sûr, mais vos douleurs ne viennent pas de là. C'est peut-être une maladie ou autre. Il faut aller voir plus loin. J'ai changé de rhumato. Entre-temps, j'ai commencé de la kiné, la balnéothérapie. Et là, le dernier rhumatologue m'a fait plein d'examens, dont l'IRM dorso-lombaire, un scanner du rachis lombaire, et puis une radio du rachis lombaire. Il s'avère que j'ai une sténose canalaire. Mon canal lombaire a rétréci. Ça, oui, c'est ça, oui. Voilà. Et j'ai rendez-vous avec elle le vendredi prochain. Il n'y a pas beaucoup à attendre.
Mais sincèrement, j'ai très peur de me faire opérer, Michel Odoul. Que dois-je faire et est-ce qu'il y a une raison à ça? Alors c'est pas Michel qui va vous dire ce que vous devez faire, hein. Il va vous éclairer peut-être sur ce que ça signifie, mais évidemment c'est pas son rôle de vous dire. Sur un simple questionnement, par radio, je vais pas me permettre de vous dire ce que vous avez à faire ou pas, etc. Et là, je vous laisse dans les mains de personnes qui sont théoriquement compétentes pour faire les bilans qui ont besoin d'être faits. Dans ce qui est la question qui est la vôtre, c'est très bien d'avoir demandé un autre avis, un autre conseil. C'est très bien que vous ayez pu constater que même dans les spécialistes du monde médical, ils ne sont pas toujours d'accord sur un certain nombre de choses. Et que dans la question et la problématique qui est la vôtre, la question du rétrécissement du canal lombaire, oui, bien sûr que on peut dire que c'est ça qui génère des tensions et des douleurs. La question, elle aurait été de pouvoir savoir si il y a 10 ans, vous avez fait les mêmes examens, est-ce qu'on aurait découvert la même chose ou pas? Et comme vous le dites vous-même, ces douleurs, elles sont apparues, entre guillemets, brutalement. Oui. Très bien. Je vais vous dire juste une chose très simple et très basique, c'est qu'un rétrécissement de canal, ça ne peut pas se faire brutalement. Et que par conséquent, il y a quelque chose qui est un peu en distorsion avec cette idée-là. Qu'est-ce qui fait qu'un canal lombaire rétréci qui ne vous a pas fait mal pendant un certain temps vous fait mal maintenant? Là, en revanche, il va y avoir des pistes de réflexion qui vont vous amener à éventuellement remettre en contexte ce qui a été et le fait que la douleur apparaisse dans ce moment-là. Vous dites que vous étiez quelqu'un qui faisait du sport, c'est ça, beaucoup? Oui, tout à fait, oui, beaucoup. Et vous avez arrêté le sport à cause de la douleur, on est d'accord? Ah oui. Mon périmètre de marche s'était réduit à 10 minutes. Aujourd'hui, il est de 3-4 minutes. Oui. Et à partir de là, vous avez mal? Oui, après j'ai mal. Il faut que je fasse une pause pour recommencer 3-4 minutes. D'accord. Oui. Alors sans doute avez-vous besoin effectivement d'aller voir à nouveau, ou soit un praticien shiatsu, soit un ostéo, etc., quelqu'un qui va vous travailler la zone lombaire, entre guillemets, avec intelligence, c'est-à-dire dans l'idée de détendre les tensions, les structures musculaires qui peuvent générer une compression supplémentaire au niveau de cette zone-là. Petit à petit, si vous voulez, avec l'avancée dans le temps et l'avancée en âge, notre corps a de plus en plus de difficultés à se détendre, à se relâcher. Il cherche de plus en plus à se stabiliser en générant un petit peu plus de tension et de contraintes. Et donc, ça fait peut-être partie des éléments. Là, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au moment où ces douleurs ont commencé à apparaître? Il y a eu un changement important? Vous aviez trop forcé sur quelque chose? Je faisais de la gym. Forcé, non, j'ai toujours fait ça. Je faisais de la gym, je pratiquais de la danse, de la natation. Et au moment où j'ai commencé à avoir mal, c'était après une séance de gym en groupe, comme on fait dans une salle de gym. Et j'ai commencé à avoir ça sous la douche. Et oui, vous avez voulu suivre un rythme qui peut-être n'était pas le vôtre. Et pourtant, j'avais l'habitude de faire ça. Oui, mais vous savez... il y a des personnes qui pendant des années ont fait la même chose et puis qu'un jour ils n'ont pas... Voilà. Vous savez, un jour on se baisse et puis hop, on se fait une sciatique alors qu'on s'est baissé pendant je ne sais combien de fois, pendant des jours et des jours. Donc là... Ça a duré pendant 1 an et demi. Mais ce qui est peut-être intéressant, c'est de comprendre à partir de novembre 2023, si on remonte un tout petit peu dans le temps, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Qu'est-ce qui aurait pu provoquer émotionnellement quelque chose Effectivement, j'ai eu des très grosses émotions 6 mois avant. Une succession de décès dans ma famille assez proche, auquel j'étais très très attachée, oui. Donc une diminution du groupe familial? Oui, tout à fait. Qui s'est traduit par l'apparition d'une douleur dans un travail de sollicitation du corps dans un groupe? Je n'ai pas fait ce lien-là, mais il faudrait que j'y travaille. Il y a une nécessité fondamentale pour vous à faire le deuil de ce moment-là et à considérer que ces événements qui se sont passés, etc., ne sont pas obligatoirement des événements signifiant, qu'il faut que vous arrêtiez de vivre et de vous mettre en prise avec la manière avec laquelle vous avancez sur le chemin avec votre corps et dans les sollicitations, si elles ne sont pas excessives, que vous utilisez.
Et deuxièmement, le fait que vous n'êtes pas là pour porter un deuil et pour vous interdire la jouissance qui est la jouissance du corps. Vous savez, l'effort physique, ça produit quelque chose qui s'appelle les endorphines naturelles. Et les endorphines, qui sont donc les antalgiques, parce que l'effort physique fait souffrir le corps, elles ont comme conséquence secondaire, après, de solliciter, de fabriquer de la sérotonine et de l'ocytocine, c'est-à-dire des hormones de la récompense. Et donc, la difficulté à pouvoir continuer ces activités physiques, supprime cet accès à ces hormones de la jouissance, du bonheur et de la récompense. Vous n'avez pas, et c'est souvent, ce qui vous arrive là est un cas assez fréquent lorsqu'on est confronté à des deuils ou à des pertes d'êtres qui sont chers et d'éléments de vie qui sont autour de nous. Mais petit à petit, il y a un pan de nous-mêmes qui s'interdit la continuation de la joie d'être simple. D'accord, donc il faut faire une thérapie ? Non, pas obligatoirement une thérapie. Peut-être vous faire accompagner sur quelques séances par rapport à ça, par rapport à cette capacité à faire le deuil. Il faut surtout vous faire accompagner dans un travail dans lequel vous allez aller vers la détente, la décontraction par des techniques de massage, par des techniques d'étirement qui vont vous permettre de relâcher toute la structure lombaire qui est celle qui, parce qu'elle se met inconsciemment en contraction, comprime encore un peu plus ce canal qui est déjà restreint. D'accord. Oui, parce que le chirurgien disait que mon canal, il y a déjà 1 an, mon canal avait été bien rétréci, mais il y avait encore de la place pour tout le monde. Donc, la place il y avait pour de la tout place le monde. pour La place pour tout le monde. Pour Oui. tout le monde, ça veut dire que les nerfs et tout le reste qui devait passer Non, mais dans le canal. Chantal, pour tout le monde. Il y avait de la place pour tout le monde. Donc tous ceux qui sont partis de votre famille, ils sont encore en vous, ils sont là, ils resteront là. Mais il faut que vous appreniez aussi à accepter de vivre, même s'ils ne sont plus si présents. Ça fait bien. Vous avez eu mal en faisant de la gym avec tout le monde. Si vous l'avez fait le lien, puisque vous nous l'avez dit. Vous voyez, c'est ça l'inconscient. D'accord. Voyez, réécoutez ce passage, il est très clair. Oui, tout à fait. Voyez, et c'est ça qui est important. Redonnez-vous la place. Oui, ça me parle. Ça me parle tout à fait. Bah, tant mieux. Comme si ça vous parle, ça va déjà aller beaucoup mieux. Merci en tout cas. Merci beaucoup de votre témoignage, Chantal. Merci, Chantal. Oui, je crois que c'est toujours la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on va guérir parce qu'on a compris le sens, mais on va aller vers la guérison. Ça s'améliore, ça facilite le quotidien. Voilà. J'osais dire, ça dégage les bronches et donc ça permet de respirer un peu mieux. Mais le corps, vous savez, c'est assez étonnant parce qu'il a une capacité de réponse absolument incroyable. Certes, mais j'ai remarqué aussi que c'est de la matière et que parfois il met plus de temps. Il y a des temps d'inertie. Voilà, il faut accepter le temps qu'il faut pour que le corps aille mieux, et ça ça demande un peu de patience évidemment. Merci beaucoup en tout cas Michel Odoul. Merci à toutes. La fois prochaine que vous venez, on s'occupera de la santé des hommes. Tiens, parce qu'il n'y a pas, il faut l'égalité partout. Oui, c'est un vaste sujet aussi. Ce sera sans doute un vaste sujet aussi. Messieurs, on ne vous oublie pas. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevan pour C'est votre avenir, et demain on sera avec Jacques Fricker. Comment se nourrir tout en sachant se faire plaisir? Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci pour vos émissions et continuez comme ça parce que vous êtes formidables, tous. Sud Radio, parlons vrai.